Donc, bonjour, je m'appelle Jacques-Olivier David, je travaille au service pédagogique du Mémorial de la Shoah. Donc, bienvenue pour cette rencontre avec Ginette Kolinka. Nous sommes chez elle nous sommes très heureux de pouvoir organiser cette rencontre, ce témoignage avec le Mémorial de Rivesaltes. Nous avons aussi comme invité parmi l'auditoire le lycée Jean Lurçat à Perpignan, la classe de première ST2A, puis le lycée Gallieni de Toulouse, avec une classe de première Bac Pro. Donc, Ginette Kolinka, Ginette Cherkassky a été déportée par le convoi numéro 71 du 13 avril 1944 de Bobigny à Auschwitz. Dans son convoi, il y avait 1500 déportés, 624 hommes, 854 femmes et 142 enfants, dont les enfants de la maison d'Isieux. Elle vous parlera du sort de sa famille à partir de son arrestation jusqu'à son retour en France et son parcours. Il y aura donc, pour préciser, 97 femmes survivantes en 1945 et 97 hommes survivants en 1945 et 223 femmes sur 223 femmes sélectionnées. 97 femmes survivantes sur 223 sélectionnées et 165 hommes sélectionnés et 48 seront survivants en 1945. Je tiens à rappeler aussi que dans son convoi se trouvaient Marceline Loridan, Simone Jacob, Anne Stern et aussi deux personnes très importantes pour nous au mémorial qui sont Hélène et Alexandre Persitz. Alexandre Persitz étant un des architectes du mémorial, du tombeau du martyr juif inconnu. Voilà, donc Ginette va témoigner de son parcours et ensuite vous pourrez lui poser vos questions. Et j'ai déjà les questions des élèves que je lui poserai. Donc, 45 minutes et 15 minutes de réponse à vos questions. Alors, je crois que d'ailleurs la rencontre est enregistrée. Hein, voilà, et vous pourrez aussi, bien sûr, poser vos questions par la suite, pendant la rencontre, et par la suite, nous lui adresserons évidemment via le mémorial à Paris ou à Rivesaltes. Je tenais aussi à préciser aussi qu'elle a publié récemment son témoignage, Retour à Birkenau, chez Grasset, qui est maintenant en poche. Et il y a aussi un audiolivre qui a été fait à partir de son témoignage. Voilà. Donc, Ginette témoigne très, très régulièrement dans de nombreux établissements et les conditions nous imposent cette rencontre à distance. Voilà. Donc, on va recevoir Ginette qui arrive. Voilà. Et voilà. Alors, tu peux commencer par ton arrestation. À mon arrestation, eh bien, je suis à Avignon, où on s'était replié à la suite d'une dénonciation à Paris. Pas dénonciation comme juif, puisqu'on avait fait tout ce qu'il fallait, on était en règle, mais dénonciation comme quoi nous étions communistes. Et un monsieur de la préfecture nous a venu nous prévenir qu'on avait intérêt à partir, et du coup, on est parti en zone libre, après différentes péripéties pour passer de la zone occupée à la zone libre, et on s'est retrouvés à Avignon, parce que ma sœur aînée avait des amis à Avignon, elle leur avait demandé de nous trouver quelque chose. Et on s'est retrouvés donc à Avignon, où on vivait rue Joseph Vernet, au 74, je crois. Et pendant 2 ans, de 42 à 44, on a vécu tout à fait normalement. Aux personnes qu'on côtoyait, on ne leur disait pas qu'on était juifs, naturellement. Pour eux, on était orthodoxes parce qu'on a un nom Cherkassky qui n'est pas très auvergnat. Hein. Donc, on était de religion orthodoxe et on pensait que tout le monde nous croyait. En fin de compte, on s'est aperçu que personne ne nous croyait avec nous. Et puis, donc, il y en a un qui l'a deviné et que ça ne lui plaisait pas. Alors, pourquoi, on n'en sait rien. En tous les cas, ils sont venus nous arrêter. Ce jour-là, c'était moi qui arrivais à la maison. Il y avait déjà mon père qui était là, il y avait mon petit frère, 12 ans et demi, et mon neveu, 14 ans et demi.
les enfants étaient venus déjeuner parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cantine. Et donc, la Gestapo est arrivée et je suis arrivée en même temps qu'eux, un petit peu avant, un petit peu après, je veux dire, beaucoup de temps après. Ça, je n'ai jamais posé la question. En attendant, on a été arrêtés. Donc, tu veux préciser ton âge au moment de ton arrestation? J'avais 19 ans. Je suis née le 4 février et on a été arrêtés le 13 mars. Bon, qu'est-ce qui vous arrive après? Alors, quand on a été arrêtés, on est emmené naturellement. Moi, je dis, on n'est pas juif, parce que quand j'ai passé la ligne de démarcation, j'étais avec 2 de mes sœurs et on a eu un problème. On a été emprisonnés quelques jours et quand on a été interrogés, on a dit qu'on n'était pas juifs. Comme c'était des noms d'emprunt qu'on avait, les personnes qui nous avaient prêté leur nom, vous avez dit, vous avez été baptisés, première communion, mariés, donc on leur a cité les églises. Est-ce qu'ils les ont contrôlées? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Mais en tous les cas, au bout de quelques jours, ils nous ont relâchés. Mais là, ce n'était pas pareil. Là, à Avignon, il y avait des personnes du sexe masculin. Et quand j'ai dit, mais non, on n'est pas juif, eh bien, là, il y avait moyen de contrôler. Et ils ont fait déculotter mon père, mon frère et mon neveu. Ils étaient circoncis. Pour la Gestapo, c'était une preuve. Et j'ai un ami qui a été arrêté. Il était américain. En Amérique, beaucoup de familles font circoncire leurs garçons vers l'âge de 10-12 ans. Eh bien, ce monsieur était circoncis et il a beau dire qu'il n'était pas juif, eh bien, il était circoncis pour eux. Par le fait, il n'y a pas de preuve qui dit que tu es juif ou pas juif. Pour la Gestapo, la circoncision suffisait. Donc là, nous, ça a marché parce qu'on n'était que des filles, alors que les filles, il n'y a pas de preuve. Et c'est pour ça qu'on nous a laissé partir, alors que là, il y a mon père, mon frère et mon neveu, ils sont circoncis, on est dénoncé parce qu'on est juif, et bien ça y est. Immédiatement, on nous a mis dans une traction avant, et prison d'Avignon. Donc, le premier jour, 13 avril, 13 mars, on dort en prison à Avignon. Le lendemain matin, on nous prévient, il y a un car qui est à la sortie d'Avignon, il est à la sortie de la prison, il est plein que de juifs qui ont été arrêtés pour marché noir, pour fait de résistance, comme nous, comme dénoncer. Et le car va nous emmener en prison à Marseille. Là, à Marseille, je suis séparée de mon père, de mon frère, de mon neveu. Eux, j'ai appris, quand je les ai revus, qu'ils étaient dans des cellules, alors que nous, les femmes et les jeunes filles, eh bien, on se retrouvait dans une salle commune. À Marseille, on y est resté du 14 mars jusqu'à fin mars. Et fin mars, on est parti pour Drancy. Ce n'était pas une surprise. Quand on était juif, on savait que si on était arrêté, on allait passer par Drancy avant d'aller dans un camp de travail. J'ai jamais eu peur. Le camp de travail, pour moi, c'était l'usine ou les champs. Mais j'ai 19 ans et j'estime que c'est pas terrible de travailler en usine ni de travailler dans les champs. Ça sera plus dur que de faire la vendeuse ou que d'être secrétaire, mais c'est pas mortel. Hein. Donc j'ai absolument pas peur. Et quand on s'est retrouvé à Drancy, c'était une semi-liberté. On ne pouvait pas sortir du camp de Drancy, mais à l'intérieur, à part le couvre-feu qui était à une certaine heure, eh bien, on était, pour moi, tout au moins quand moi j'y étais, on était libre. Et on se promenait dans l'après-midi et j'étais avec mon père. Et le premier jour, toute une journée, je ne savais pas trop quoi dire à mon père. Et le lendemain, ils ont demandé des bénévoles pour faire des corvées. Ben, je me suis présentée et j'étais à la corvée de pluche. Et tous les matins, on se retrouvait des jeunes, des un petit peu moins jeunes, à la corvée de pluche. Et ben, quand on est jeune, on blague, on rit, il y a même des flirts des couples qui se sont un peu formés.
mais c'était vraiment pas dur. Et l'après-midi, je me promenais avec mon père et je lui disais ce que je pensais. Lui, toi, papa, tu ne peux pas aller travailler dans les champs, tu es trop vieux. Il avait 61 ans maintenant, je dis que c'était jeune. Et donc, voilà, lui, il allait travailler dans les champs. Et nous, on allait travailler dans les champs. Je dis nous parce que mon neveu avait 14 ans, mais il était costaud. Donc, tous les deux, soit allaient travailler dans les champs ou en usine. Lui, je le voyais travailler en atelier parce que je me rappelle que quand il était jeune, il nous racontait qu'il faisait des pantalons, donc il s'appliquait à la machine. Et puis, mon petit frère, je le voyais comme à Drancy. À Drancy, il y avait des adultes qui s'occupaient des jeunes comme ça. Parce que dans mes souvenirs, je ne le vois pas se promener avec nous. Et j'ai appris après qu'il y avait des jeunes, des adultes qui s'occupaient des jeunes comme ça. Je ne sais pas trop ce qu'il leur faisait faire. Je n'ai jamais posé la question, ni à mon frère, ni à mon neveu. Et on savait qu'on ne restait pas à Drancy. Et le 12 avril, on nous prévient, demain, ça y est, c'est le départ. Et vous êtes là à 6 heures du matin avec vos bagages, parce qu'il y en a qui avaient pris des bagages. Nous, on ne nous a pas dit prenez des vêtements, on n'avait absolument rien. Et par contre, j'avais un sac avec de la nourriture. Alors, je me rappelle que mon frère me demandait à manger, donc je me dis, s'il me demandait à manger, c'est que j'avais quelque chose. Mais pour certains, ils disaient que non, on n'avait pas de nourriture. Alors, bon, peut-être que pour les enfants, ils avaient donné de la nourriture. J'en sais rien. En tout cas, le 13 avril 1944, on se retrouve sur le quai de la gare à Bobigny. Il y a un train devant nous qui est là, les wagons sont ouverts, des wagons vides. Ben, moi, je suis innocente, hein, je suis naïve. Ben, pour moi, ce train-là va partir et puis il va y avoir un train qui va arriver avec des wagons de 3e classe. Parce qu'à l'époque, il y avait 3 classes. Quand on est parti de Marseille à Paris, on a voyagé en 3e classe. Donc, 3 classes, je croyais qu'un train de wagon 3e classe allait arriver pour nous mener dans ce camp de travail. Et en fin de compte, eh ben non, c'était pour nous. On nous a poussés dans les wagons. On n'a pas le temps de s'installer tout de suite parce qu'il faut faire vite. Premier mot que j'ai appris en allemand, schnell. Et puis, on se retrouve maintenant. Les wagons sont verrouillés, cadenassés, et puis on découvre les deux. Et nous, on est dans un wagon où on est dans l'ombre, dans la pénombre plutôt, parce que la lumière et l'air ne passent que par des petits volets qui sont ouverts par en dessous. Alors que certains wagons avaient des barreaux ou des grillages, et ceux-là avaient de la chance. Les gens qui étaient dedans ont vu dans quelle direction ils s'en allaient, et puis ils ont vu le jour, ils ont vu la nuit. Nous, on a toujours été dans la pénombre. Et j'avoue franchement, je ne sais pas comment ce voyage s'est passé. Si on m'avait interrogé plus tôt, peut-être que je me serais rappelé. Mais là, j'ai commencé à parler au bout de 55 ans. J'avoue franchement que je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tout quels étaient mes états d'âme. J'en sais rien. En tous les cas, ce que je me rappelle, c'est l'arrivée. Alors, les portes sont déverrouillées et ça a été un moment tellement agréable, un air froid, tellement froid que ça a tout de suite enlevé cette mauvaise odeur qui régnait dans ce wagon. Imaginez, dans un wagon, on est 60, 70, je ne sais même pas, on était beaucoup. Des personnes qui ne se sont pas lavées, des personnes qui ont fait leurs besoins dans un seau. Moi, je ne me rappelle pas que le train se soit arrêté et qu'on ait vidé la trinette. Ça, je ne me rappelle pas. Ou alors peut-être que je dormais quand le train s'est arrêté. Je n'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'odeur dans ce wagon était vraiment pestiférée. Donc, les portes sont ouvertes, c'était un moment agréable, mais un quart de seconde agréable. Aussitôt, il y a des gens
qui sont sautés dans le wagon, qui ont commencé à nous parler en allemand, donc il fallait comprendre, et ils nous poussent pour sortir, il faut faire vite. Il y a des gens qui ont des bagages, non, il ne faut pas prendre de bagages. Et à un moment donné, je suis assise sur le sol du wagon, prête à sauter sur le quai, quand j'entends sur le quai des officiers, alors on a appris que c'était les commandants du camp, les médecins du camp, qui hurlent quelque chose, et ce qu'ils hurlaient, c'était les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui ne veulent pas marcher, vous avez intérêt à prendre les camions qu'on a mis à votre disposition parce que le trajet est loin pour aller jusqu'au camp. Et moi, j'entends ça, je dis, papa, Gilbert, prenez les camions. Ils m'ont écouté. Quand je me suis retournée, ils n'étaient plus là. Moi, j'aurais bien voulu leur faire un petit bisou. Le wagon n'a pas pu. Ben non, moi, je n'ai pas eu le temps. Mais ce n'était pas grave parce que ces officiers, sans arrêt, nous disaient, vous inquiétez pas, vous allez tous vous retrouver dans le camp. Bon, on ne s'inquiète pas. Et donc, mon père plus là, mon frère plus là. Par contre, mon neveu est là. Et on est tous là. Et c'est la majorité qui est descendue des wagons et qui veulent marcher. Donc, on est tous là. Et là, de nouveau, il y a des ordres. Mettez-vous les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Mon neveu aurait pu venir avec moi, c'est un enfant, il a 14 ans. Non, mais lui, il paraît plus que son âge et il s'est fait des copains à Drancy de l'âge qu'il paraît avoir. Et ses copains se sont mis avec les hommes. Alors lui aussi veut aller avec les hommes. Oh, bah, vas-y, va avec les hommes, quelle importance, puisqu'on va se revoir dans le camp. Lui non plus, je ne l'ai pas embrassé. Et on est parti. Alors, on est 5 par 5 et on va passer devant ces messieurs qui vont nous regarder. En très peu de temps, ils vont nous évaluer. Toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche. En fin de compte, c'est déjà été à gauche ou à droite, je ne m'en souviens pas. Mais le groupe où je suis, on est très peu par rapport à l'autre et on est assez, on paraît en bonne santé, on paraît, il y en a des plus âgés que moi, mais c'est tous d'allure jeune. Alors que de l'autre côté, vous avez les femmes enceintes, vous avez des vieilles femmes, vous avez des femmes qui ont l'air malades, vous avez des enfants, il y a plein d'enfants. Ben, bon, bravo, merci messieurs les nazis, vous n'êtes pas aussi humains que l'on dit, puisque vous voulez que les jeunes marchent et que les autres soient sur les camions. Moi, ça me donne du courage. Et nous, on est partis à pied et c'était vraiment très dur. Et moi, j'étais contente que papa et Gilbert m'aient écouté et soient partis sur les camions. Et puis, arrivé presque dans le, on aperçoit des cheminées, de la fumée, une odeur. Ben, ça, c'est mon usine. Puis les champs, ben, je suis en train de les traverser. Moi, j'étais toujours dans mon camp de travail. Et puis, quand on est arrivé on est rentré dans le camp, alors là, c'était plus du tout ce que je m'imaginais. Moi, je voyais un camp de travail avec l'usine et quelques baraques pour loger les ouvriers. Mais en fin de compte, quelques baraques, ce n'était pas le cas. C'était à perte de vue des baraques. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite, Ginette? Par la suite, c'est le début Alors, on rentre dans ce camp, on voit les baraques, on voit les usines, on aperçoit plein de gens qui sont en train de travailler, mais avec des allures un peu bizarres. Moi, je pense qu'il y a un asile d'aliénés dans ce camp-là. Et nous, on nous dirige vers dans un bâtiment en dur et qui est partagé en différentes salles. Et on est dans une salle qui est, pour ainsi dire, vide, sauf parallèle au mur, des gens, des femmes derrière des tables. Elles sont là 2 par 2
il y a quelques tables qui sont parallèles au mur, et nous, on est devant, et on nous dit « déshabillez-vous ». Et déshabillez-vous, bon, ben, on enlève les manteaux, les vestes, on est en pull-over ou en robe, ou, on n'était pas en pantalon, ça n'existait pas à l'époque. Donc, on enlève, on veut rester en culotte et en soutien-gorge. Eh bien non, la nudité totale. Et pour moi, ça a été affreux. Je suis pudique, trop pudique peut-être, en tous les cas pour moi, ça a été terrible d'être nue devant des femmes que je ne connaissais pas. Il y avait peut-être des soldats, mais moi, ce n'est pas ça qui m'a rendu malade. Hein. C'était cette nudité devant des femmes que je ne connaissais pas. Et j'osais regarder, je regardais comme mes doigts de pied, j'osais regarder personne. Et les rares fois où je regardais un peu, que j'ouvrais les paupières, j'ai vu des corps de femmes que jamais j'aurais pensé connaître. Moi, je n'ai jamais vu de femme nue. Quand j'étais petite, mes sœurs m'ont vu nue, mais quand j'étais plus âgée, après, moi-même, je ne me mettais jamais nue devant mes sœurs. On dormait dans la même chambre, mais on se déshabillait dans un endroit et on arrivait dans la chambre, on était en chemise de nuit ou en pyjama. On dormait dans la même lit, mais au couvert. Moi, je n'ai jamais vu une femme nue. Et là, je vois des femmes avec des corps déformés. Mais moi, personnellement, j'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied. J'ose regarder personne. Je regarde personne. J'ai deux mains, je me cache les sexes, je me cache les seins. Et je suis maintenant devant la table. Et c'est là que on va donner nos identités. Je suppose que, alors, qui a écrit? Est-ce que c'est celle qui prenait, qui avait le registre, qui écrivait? Est-ce que c'est nous qui écrivons sur le registre? Je ne m'en souviens pas. Mais l'autre arrive, et j'avais mon bras qui cachait mes seins, eh bien, elle me prend le bras brutalement, puis sur le bras. Alors, quelquefois, je peux le montrer. Elle me met un beau numéro. Moi, j'ai dit toujours un beau numéro, parce que c'est vrai que mon numéro, je suis tombée sur une femme qui était très à droite. Mes chiffres sont tous de la même couleur, de la même grandeur, du même écartement. Ce n'est pas le cas pour toutes. Hein. Il y en a qui n'étaient pas douées pour le dessin. Elles ont mis des chiffres qui sont au moins de 2 cm de grandeur, qui se baladent sur le bras. Moi, je suis tombée, elle m'a fait un beau numéro. Merci, madame. Et puis, alors, je demande toujours un peu de ricard sur le dos, mais on ne mange pas. Et donc, maintenant, ça y est, je suis tatouée. Ça ne suffit pas. Ils nous ont encore réservé d'autres humiliations. Je ne peux même pas dire que ça m'a humiliée, moi, parce que je n'ai rien ressenti. Tellement la honte d'être nue était plus forte que tout. Alors qu'il y en a qui ont savoir qu'elles vont être tatouées, parce que c'est profond dans la chair. Hein. Elles sont frottées, ça ne part pas. Non, moi, je suis là toujours à me cacher les seins, à me cacher le sexe. Et maintenant, le petit groupe dont je faisais partie, on va nous emmener dans une autre petite pièce. Là, vous avez des femmes qui sont debout derrière un tabouret et on va vous enlever et les cheveux et les poils du sexe et les poils sous les bras. Et vous voyez le tableau, on vous enlève des poils du sexe devant des femmes qui sont là, qui regardent aussi. Au début, quand je parlais de ça, j'en avais encore le rouge de la honte. Et puis maintenant, ça y est, on est tatoué, on n'a plus de cheveux. Quand on est jeune, on arrive à rire de tout. Eh bien, on ne se reconnaissait pas avec les copines. Et de ne pas se voir, le crâne rasé comme ça, eh bien, on arrive. Peut-être que c'est pour ne pas pleurer. Enfin, un peu les cas, je sais que j'ai ri quand on s'est vu comme ça. Puis maintenant, on
on nous parle de douche, alors on est contente. Ça, c'est nécessaire, la douche. On a voyagé 3 jours, 3 nuits sans se laver. Maintenant, on nous a enlevé les poils, les cheveux, ça colle sur. Alors, on est content. On va arriver dans une salle de douche, on nous partage, on est 4-5 sous une pomme de douche, on est là, on attend. On ne nous a pas donné de savon, on ne nous a pas donné de gants de toilette, on attend. Et puis, il n'y a pas d'eau. Puis d'un seul coup, on commence à sortir, elle est bouillante. Naturellement, tout le monde hurle. Aussitôt, elle est glacée, tout le monde hurle. Et on est à peine mouillé, puisqu'on est 4-5 sous une pomme de douche. On nous vire, on nous envoie dans une autre salle. Et cette autre salle, on cherche les serviettes. Mais il n'y a pas de serviettes. Par contre, toutes les vitres sont cassées. Parce que les courants d'air, c'est ça qui est bon. Et il n'y a jamais eu de serviette pour qu'on s'essuie. Et là, on cherche. Et puis alors après, c'est la question de, on va nous habiller. Alors souvent, je demande aux élèves, comment vous voyez les déportés habillés? Alors là, il y a des réponses extraordinaires. Il y en a qui les voient en tenue, en combinaison de travail. Il y en a qui les voient orange. Je ne sais pas du tout est-ce qu'ils vont chercher les explications. Et très peu disent en vêtements rayés. Et j'aime bien quand ils disent ça parce que c'est faux. Les Juifs n'ont pas le droit aux vêtements rayés. C'est trop beau pour nous. Nous, on va être habillés avec les vêtements que les Juifs ont emmenés avec eux quand on est venu les arrêter. Nous, on ne nous a pas dit prenez quelques vêtements, prenez des affaires de toilette. Non, nous, on n'avait rien. Mais par contre, il y en a qui se faisaient arrêter, prenez quelques vêtements, vous en aurez besoin, prenez. Donc, elles arrivaient avec des bagages. Ces bagages ne sont pas rentrés dans le camp avec nous. Ils doivent rester dans les wagons. Et par contre, il y a un commando, c'est un groupe de travail, qui est chargé d'aller prendre ces bagages et de les ramener dans le camp. Ce commando, ça s'appelle le Canada. Et le Canada est chargé de prendre tous ces bagages, de les amener dans un coin du camp où ces affaires vont être triées. Et tout ce qui est bien va partir en Allemagne, et ce qui n'est pas bien, c'est quand même pas déchiré, mais c'est abîmé, c'est sale, c'est décoloré, ça n'a pas de forme. Pour les Juifs, ça sera largement suffisant. Alors, on est plus ou moins bien habillés. Alors, normalement, les déportés qui vous distribuent les vêtements, si elles étaient humaines, feraient attention. Non, ça c'est trop petit pour elles, on va lui donner autre chose. Non, quand on est dans un endroit comme ça, on perd toute question d'humanité. On ne devient plus des êtres humains. Alors donc, elles s'en foutent. Elles ne se rappellent pas comment elles sont arrivées, elles, et leur réaction. Elles nous envoient les affaires sans regarder à qui elles les envoient. Alors, c'est entre nous, on va s'arranger. Celle qui a une robe qui est trop grande pour elle va essayer de l'échanger avec celle qui est trop petite. On se dit, bon. Là encore, on arrive tellement qu'il y avait des personnes qui ne rentraient pas dans leur robe tellement qu'elles étaient trop petites, d'autres qui nageaient dans des robes qui étaient pas trop grandes. Quand on est jeune, on arrive à rire. Et maintenant, ça y est, on est tous habillés, si on veut dire, déshabillés, déguisés plutôt. Et il y a un officier qui arrive et qui va vous demander, il cherche des gens qui ont besoin. Chirurgiens, médecins, pharmaciens, artistes aussi. Quand nous, on est arrivés, peut-être qu'ils voulaient faire, je ne sais pas si c'est dans tous les arrivages qu'ils demandaient ça, nous, ils ont demandé musiciens et chanteuses. Eh bien, musiciens, il y en a qui ont levé la main, musiciennes, ils ont dû sûrement vérifier si vraiment elles ne racontaient pas des blagues, parce qu'il y avait quand même des musiciennes dans le camp, il y avait un orchestre. Et puis, celles qui chantaient, eh bien, ah bon, tu chantes quoi? Eh bien, montre-nous. Et on a eu le droit à un petit concert. Il y avait vraiment des femmes qui chantaient très bien. Est-ce qu'elles ont été chanteuses? J'en sais rien. En tout cas, elles ont chanté. Par contre, danseuse, il y en avait une petite jeune fille
qui était très mignonne. Je la revois encore avec les cheveux bouclés et blondes. Et ben, cette petite jeune fille, maintenant, après qu'elle a été rasée, je voyais mon petit frère. Et elle a levé la main quand ils ont demandé s'il y avait des danseuses. Et elle dit, ah, t'es danseuse, toi. Eh bien, montre-nous. Et elle a fait une petite exhibition de danse. Elle a retroussé ses robes. On lui avait donné des chaussures à talons qu'elle ne savait même pas marcher avec. Elle faisait peut-être un petit 34-35, elle avait un 38. Donc, elle a laissé ses chaussures, elle a retroussé sa robe et elle est en train de nous faire une démonstration de danse. Elle était peut-être petite à l'opéra ou bien peut-être qu'elle avait appris. En tous les cas, ça lui a servi parce que après, elle n'a pas fait les corvées que nous on a fait. Elle a été, elle faisait partie pour aller porter les plis d'un endroit à un autre. Elle est rentrée. Je sais, j'ai appris qu'elle était revenue. Tu vas demander des nouvelles aussi de Léon, de Gilbert et Georges. Très vite, tu veux savoir ce qui leur est arrivé. On a tout de suite su que, alors, ces personnes qui sont là, qui nous tatouent, qui nous rasent les cheveux, naturellement, il y a des personnes qui parlaient la même langue, c'est-à-dire le yiddish, eh bien, ou le polonais ou l'allemand. En attendant, moi, je ne parle rien, je ne connais que le français. Donc, ces femmes-là, vous êtes là depuis longtemps, vous allez nous dire qu'est-ce que moi j'ai donné mon bébé. Quand on arrivait comme ça, vous aviez des gens qui me rentraient dans le wagon et disaient donnez votre enfant aux personnes âgées qui vous accompagnent. Il y en a qui l'ont fait parce que c'était leur grand-mère, leur mère ou une amie, puis d'autres qui n'ont pas voulu le faire. Et quand il y a eu la sélection, celles qui étaient avec leur bébé, on leur enlevait le bébé et on donnait aux personnes qui étaient sur les camions. Et ceux qui étaient avec des personnes âgées, donc, elles ont donné. Alors, quand est-ce qu'on va voir, moi je voudrais bien, quand est-ce que je vais voir maman avec mon bébé, l'autre c'était sa cousine, l'autre c'était. Quand est-ce qu'on va les voir? Et puis ces femmes-là qui sont là depuis 1 an, 2 ans, non plus de, je vous dis, on n'est plus des êtres humains. Au lieu de leur apprendre doucement, elle leur montre la fumée. Ben, la fumée, moi, je l'avais vue depuis longtemps déjà, même une odeur un peu spéciale. Je ne savais pas du tout ce qui se passait dans cette usine, mais ça, je l'ai vu. Eh bien, on apprend que ceux qui étaient sur les camions, cette odeur, cette fumée, c'est leur corps qui brûle. On les a assassinés, on les a gazés. Mais personne ne peut croire ça. On ne le croit pas. On pense que ces femmes qui nous racontent ça, elles se vengent. Nous, on vient d'arriver, alors on ne croit pas, mais par le fait, on l'a appris tout de suite, mais on l'a réalisé que quelques heures après même. Je pourrais presque dire jusqu'au soir. Jusqu'au soir, on n'arrive pas à croire que c'est vrai, alors que tout le monde nous dit la même chose. Mais le soir, moi, je ne peux pas contrôler, puisque les hommes ne sont pas dans le camp des femmes. Mais celles qui étaient avec leur mère, avec leur sœur, qui ont donné leur bébé, eh bien, elles ne les ont jamais vues revenir. Donc, on l'a su tout de suite, mais on l'a cru que plus tard. Est-ce que tu peux décrire ta baraque et un peu une journée de travail? Alors, une journée de travail, le réveil, d'abord la baraque, vous savez, mais avant la baraque, avant de rentrer dans la baraque, déjà, vous avez vu, on ne s'est pas lavé, on est mal habillé, mais maintenant, on a besoin d'aller aux toilettes. Hein. Dans les wagons, on s'est mal, on pouvait pas il y avait une tinette, mais vous êtes mélangés, les femmes, les hommes, il y a l'odeur, ça fait du bruit, même s'ils ont, les hommes avec les couvertures ont réussi à isoler un peu ça, eh bien, on ne se soulage pas comme il faut, malgré tout. Donc, quand on nous emmène aux toilettes, on est content. Et qu'est-ce qu'on arrive, qu'est-ce qu'on va aux toilettes? Vous êtes dans une baraque, vous avez un socle qui traverse toute la baraque, et ce socle est percé de trous, et vous avez des femmes qui sont là encore, elles ne sont pas encore parties, elles sont assises, côte à côte, dos à dos, en train de faire leurs besoins. Et moi, je suis
à la porte de cette baraque, déjà de voir ça, et mon regard est dirigé vers deux femmes qui sont là côte à côte. Il y en a une, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle urinait dans ses mains et elle se frottait les fesses avec ses urines. J'en parle là et je les vois encore. Par contre, l'autre à côté, mais ça c'est une statue. Non, elle bouge. Je voyais ses vertèbres qui perçaient sa peau tellement elle était maigre. Eh bien, l'une et l'autre, on apprend. Alors, celle qui se lavait les fesses et que je trouvais dégoûtante, eh bien, je crois que j'en ai fait autant, parce qu'il est dit que dans les urines, il y a de l'ammoniac, et quand vous avez des plaies superficielles, attention, pas des plaies profondes, quand vous avez des plaies superficielles, vos urines arrivent à cautériser vos plaies. Parce que les plaies, on apprend que les plaies peuvent être une cause de mort. Parce que quand vous avez la sélection, nous, on croyait que la sélection, on l'avait échappée belle en arrivant. On croit qu'on est sauvé, mais non. Les sélections, il y en avait tout le temps. Chaque fois qu'il y avait un transport qui arrivait, il fallait les loger. Et ceux qui arrivaient étaient en meilleure forme que ceux qui étaient déjà là depuis quelque temps. Donc, quand il y avait un convoi qui était annoncé, il y avait une sélection. Et là, la sélection, si vous aviez des plaies, si vous étiez maigre, alors il y a je ne sais pas, je ne dis pas toujours parce que ça prête à confusion, mais les personnes qui étaient très, très, très maigres, c'est-à-dire des squelettes vivants, et je peux vous dire qu'on le devient très vite. Eh bien, ces femmes-là, on les appelait des musulmanes. Pourquoi musulmanes? Moi, je pense que man, en allemand, ça veut dire humain, et puis musel, malade. Les humains malades, eh bien, c'était devenu musulmane. Donc, dans le camp, quand vous parlez à un déporté de musulmane, il ne pense pas du tout à la religion, mais il pense à l'aspect. Et donc, quand on était musulmane et qu'il y avait une sélection, ben, il n'y avait même pas à nous faire tourner parce que ces messieurs, quand ils avaient des doutes, ils nous faisaient tourner devant eux pour voir si on n'avait pas des plaies, justement. Parce que si tu as une plaie, ben, tu as mal. Donc, tu vas mal travailler. Donc, ils voulaient bien garder des juives vivantes à condition qu'elles puissent travailler. Donc, si on avait des plaies, on travaillait mal, allez, ben, si vous êtes maigre, vous êtes trop fatigué pour bien travailler, allez, la sélection. Et puis, quand il n'y a pas assez de gens pour la sélection, pour les envoyer à la mort, eh ben, vous avez un visage qui ne leur plaît pas, allez, sélection. C'est pour ça qu'on a toujours tremblé quand on était à Birkenau, parce que c'était le camp de la mort. Est-ce que tu peux te parler de ta journée de travail? Alors, le réveil était à 3h30 du matin, 3h30, 4h peut-être, je ne sais plus, on n'a pas tellement d'heures. Hein. Et puis, tout de suite, il faut être dehors. La première fois on s'est couché, et se coucher, c'est dans des espèces de niches qu'on appelle des koyas. On était 6 minimum par niche. Ça veut dire qu'on ne peut pas être 6 côte à côte, on est 3 et 3. Donc vous vous couchez sur des paillasses, 2 sur une paillasse qui n'a plus de couleur, qui a servi et resservi, qui n'a plus de paille à l'intérieur. Vous êtes juste couché carrément sur les planches. Vous avez les pieds de celle qui est dans le fond sous votre bouche, et elle a vos pieds sous votre bouche. On ne s'est pas lavé, on est sale. Moi, je me rappelle la première fois que je me suis retrouvée là-dedans, la paillasse qui était dégoûtante. La couverture, quand on y a touché, c'était du bois. J'ai dit jamais je pourrais dormir. Eh bien, je me suis endormie tout de suite. Et tout de suite, j'ai cru que j'avais déjà bien dormi. J'avais même pas dormi encore, que déjà on nous a réveillés.
le réveil est à 3h30 du matin, il faut tout de suite être à l'appel. Comme on s'était déshabillé, ben, il faut retrouver les affaires. Donc, on apprend qu'on ne doit jamais se déshabiller, on dort tout habillé, on a nos robes, on travaille avec les robes, on dort avec les robes. C'est bizarre parce que tout en étant crasseuse, parce qu'on était crasseuse, on ne s'est jamais lavé, nos affaires passaient à la désinfection, elles n'étaient pas lavées. Eh bien, dans ma tête, je ne vois pas les gens sales. Je suppose qu'on était tous tellement sales qu'on voyait toute la différence entre quelqu'un de propre et quelqu'un de sale. En attendant, le travail, moi, je n'ai pas eu de chance, alors que j'ai toujours eu de la chance. Et bien là, cette fois-ci, je n'ai pas de chance. Je suis dans un commando. La plupart des femmes, on est dans ce commando. Ça s'appelle le Ossen Commando. Et on était chargé de s'occuper de l'aspect du camp de Birkenau. C'est-à-dire, on a fait des routes, on a creusé des tranchées pour assécher le terrain parce que c'est un terrain qui était très marécageux. Pour faire les routes, il faut casser des pierres. Pour casser les pierres, il faut les transporter aux endroits où sont les ouvriers, les déportés qui font la route. Donc, il faut installer les rails. Tout ça, c'est mes camarades et moi qui l'avons fait. Ça n'a l'air de rien de poser des rails, mais je peux vous garantir que l'hiver, vous avez les mains qui collent par le froid sur l'acier, et puis l'été, ben, c'est les mains qui collent, qui brûlent sur l'acier. Ils ne nous fournissaient pas de gants. Hein. Il y a une solidarité entre Françaises? Alors, ça c'est un mot que je ne peux, j'ai du mal à répondre. Ouais. Moi, je n'ai jamais eu des élans de solidarité, parce que moi, je pense solidarité, nourriture. Pour moi, c'est ça. Pour moi, la solidarité, c'est quelqu'un qui partage sa nourriture. Alors qu'on en avait tellement peu que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont partager leur nourriture. Et je pense même aux mères et filles, ou aux sœurs, ou ceux qui étaient avec quelqu'un, si peut-être la première fois, quand on arrive, c'est vrai qu'on pense qu'on peut partager sa nourriture. Mais on en a tellement peu nous-mêmes que je ne crois pas que la solidarité, quand je parle de nourriture, a joué beaucoup. Maintenant, je vous dis, ça, je parle pour moi, mais ça se peut qu'il y en ait qui aient partagé leur nourriture. Mais sinon, il y avait d'autres moyens d'être solidaire, c'est un petit mot gentil, aider quelqu'un si elle est tombée, de l'aider pour se relever. Ça peut être aussi solidarité. Mais ça, moi, je n'y pense pas. Pour moi, la solidarité, c'était la nourriture. Et alors là, je peux dire que moi, je ne n'ai jamais vu de gens partager. La première fois, oui, le premier jour, le deuxième jour, mais après, je ne crois pas que quelqu'un, même une mère et une fille, je suis persuadée que chacun gardait sa ration pour elle. Alors, on va devoir arriver au terme de ton témoignage. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'arrive après Birkenau? Alors, j'ai eu la chance, janvier 1945. J'ai eu la chance en février 1945 d'être là le jour où un grand appel et toutes les personnes qui sont là doivent se rassembler à l'endroit où maintenant les trains, parce qu'avant, le train arrivait en dehors du camp et avec notre travail, on a amené les rails, le train jusqu'aux portes des chambres à gaz. Donc, pour l'assassinat des Hongrois. Les trains arrivaient dans le camp. Donc, on a tous les gens qui ne sont pas au travail, et c'est ce jour-là, je ne suis pas au travail, et on est rendez-vous dans cet endroit. Tout le monde, tout de suite pense que c'est une sélection, et on a toujours peur, naturellement. Peut-être que je vais mourir, peut-être que je vais rester vivante, on ne sait pas. Eh bien, ce jour-là, c'était le départ pour un autre camp. Alors, voyager toujours de la même façon, dans des wagons, mais maintenant, on est encore plus aguerri parce qu'on a tellement connu
la saleté et puis l'inconfort que les wagons, moi j'en suis contente parce que comme ça, j'ai pu dormir tout le temps du voyage entre Birkenau et Bergen-Belsen, j'ai dormi tout le temps. Et quand on est arrivé à Bergen-Belsen, comment on est arrivé dans le camp, je ne m'en souviens pas du tout. Mais Bergen-Belsen, on arrive, c'est un grand terrain. Il n'y a pas d'officiers qui sont là, personne n'est là pour nous dire ce qu'il faut faire. Et on aperçoit dans le fond de ce terrain un mur de grillage. Et derrière ce mur de grillage, il y a des femmes et des enfants. Il y a tellement longtemps qu'on n'a pas vu d'enfants. On est quelques-unes, on s'approche de ce mur de grillage et ils parlent français. Qu'est-ce que vous faites là? C'était les femmes de prisonniers de guerre et leurs enfants qui n'auraient jamais dû quitter Drancy. Eh bien, ils les ont quand même fait quitter Drancy, mais au lieu de les amener à Birkenau, où les enfants auraient été tués, et puis les femmes peut-être aussi, eh bien, ils les ont mis dans ce camp de Bergen-Belsen, où ils étaient prisonniers, mais pas, on ne les a pas tués. Et alors, à Bergen-Belsen, on ne travaille pas. On y est resté de novembre jusqu'en février 45. En février 45, on a la chance de savoir que des dirigeants d'usine ayant besoin de personnel, parce que tous ceux qui étaient capables de tenir un fusil, on les envoie sur le front, eh bien, il faut faire tourner les usines. Eh bien, on est en usine à côté de Leipzig, à Ragun. Et là, alors là, vraiment, c'était le camp de travail comme je pensais au départ. Il y avait quelques baraques, il y avait l'usine qui était à 200-300 mètres, mais les baraques, c'était au moins des baraques humaines. C'était partagé en chambrées. Dans ces chambrées, il y avait des lits, alors qu'on a toujours dormi en promiscuité. Dans les Koyas, on était 6. Dans les lits à Bergen-Belsen, on était dans des lits, on était 2 dans un lit où on pouvait être qu'une et quelquefois si ce n'était pas 4. Donc là, on a un lit où on rendait compte, oh ben il n'y a pas de drame, il ne faut pas trop en demander. Et puis, c'est des petites baraques, il y a même une table avec des chaises. Et alors, ce qui était bien, c'est que dans le fond de ces baraques, il y avait un endroit où on pouvait se laver. À Bergen-Belsen, je me lavais, mais j'étais dehors, devant tout le monde. Tandis que là, au moins, c'est un espèce de grand lavabo. L'eau était froide, je pense. Je ne pense pas qu'on avait de l'eau chaude, mais je ne me rappelle plus. Il n'y avait pas de savon, c'était une espèce de poudre de javel. On se lavait avec ça. Il n'y avait pas de serviette non plus, et ça, on était habitué. Mais vraiment, ça a été une autre vie que de travailler en usine. Et quand on a été travailler en usine, le premier jour, le contremaître nous prévient, nous les Juifs, on n'aura pas le droit d'aller manger à midi. C'est pas dans la cantine, je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc nous, on n'aura pas le droit d'aller manger là. On mangera le soir dans nos baraques. Alors, on est habitué à ce genre de discours, alors ça ne nous choque pas. Et quand on a commencé à travailler, le travail n'était pas très dur, ils nous avaient expliqué ce qu'il fallait faire. Et à midi, les ouvriers vont déjeuner, ils amènent leurs gamelles. Et quand ils ont quitté la cantine pour reprendre le travail, le contremaître, qui est un brave homme, nous permet quand même d'aller nous asseoir un petit peu à la cantine. Et moi, je suis prête déjà à commencer à dormir. Quand il y a une copine, elle ne pense pas à dormir, elle regarde tout autour d'elle et puis elle voit la poubelle. Et dans la poubelle, elle a vu des épluchures de légumes, des épluchures. Vous vous rendez compte des épluchures de légumes quand on crève de faim. Elle commence à prendre la poubelle, à la mettre sur la table et puis à fouiller là-dedans. Mais quand les autres copines ont vu qu'elle fouillait, on ne va pas la laisser toute seule fouiller. On commence à se battre autour de cette poubelle. Et du coup, les ouvriers, quand ils ont vu qu'on était tellement affamés qu'on se battait pour des épluchures, mais un petit bout d'os, il pouvait y avoir un petit peu de viande dessus encore. Vous vous rendez compte? Non, eh bien,
du coup, le matin, quand on travaillait, moi je travaillais avec un Hongrois, je me souviens, il fallait badigeonner une plaque, une grande plaque, et puis mettre cette plaque sur sa machine, et puis lui, avec un grand levier, il baissait son levier, et puis du coup, c'était comme un pare-choc. Je ne sais pas trop, ça ressemblait à ça. Eh bien, tous les matins, quand il a vu qu'on avait tellement faim, j'étais avec une Hongroise, il nous laissait un petit bout de pain. Il ne fallait pas qu'il le montre. Hein. Et tous les matins, on avait un petit bout de pain avec quelque chose dessus. Ils ne pouvaient pas donner beaucoup non plus parce qu'eux aussi, c'était des restrictions. Et peut-être que c'est ça qui fait que j'ai été là. Ginette, il nous reste peu de temps. Est-ce que tu peux parler de ton retour en France depuis Theresienstadt? Alors, je suis restée à Theresienstadt. Moi, j'ai été rapatriée après les autres parce que normalement, c'était au mois de mai qu'on est rentré. Moi, je suis rentrée qu'au mois de juin parce que quand je suis arrivée à Theresienstadt, j'avais le typhus. Donc, on m'a soignée pour le typhus. C'est une fièvre qui est très forte. Je ne sais pas comment on m'a soignée, mais je suis là, alors on m'a bien soignée. Et j'ai été rapatriée au mois de juin. Au mois de juin, je suis rapatriée en avion. L'avion va s'arrêter à Lyon. Et à Lyon, on est dans un centre d'accueil. Et puis, les gens qui nous accueillent nous prévenez vos familles. Moi, ma famille, pour moi, ils ont tous été arrêtés. Donc, je pense que je n'ai pas de famille. Et donc, je ne peux pas aller traîner à Avignon ou traîner à Paris alors que je suis encore malade. Donc, j'accepte d'aller à l'hôpital et je suis dans un centre d'accueil à attendre qu'on me trouve une chambre d'hôpital. Et les gens venaient nous voir. En nous montrant des photos, en nous emmenant de l'argent, des fruits. Ceux qui n'étaient pas malades allaient faire leurs courses dans Lyon. Moi, je suis malade. On me demande si je veux aller. Ma famille, comme je ne sais pas si ma famille est vivante, moi, je pense qu'ils sont tous morts. Donc, je préfère aller à l'hôpital et j'attends qu'on me trouve une chambre d'hôpital. Les gens viennent nous voir dans ce centre d'accueil avec des photos. Est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que? Et il y a une dame qui est là. Je suppose qu'elle doit avoir une photo aussi. En tous les cas, elle s'arrête devant moi et elle me dit, mais t'es une fille Cherkassky, toi? Ben oui, je me rappelle encore de mon nom. Oui, je suis une fille Cherkassky. Et elle m'apprend que ma mère et mes sœurs n'ont pas été déportées, qu'elles sont vivantes, et même elles ont retrouvé l'appartement que nous avions à Paris. Du coup, l'hôpital m'attend encore. J'arrive, à l'époque, il fallait presque une nuit pour aller de Lyon à Paris. J'arrive à Paris, moi je veux aller chez moi puisque je sais que ma mère y est. Non, il faut passer par le centre d'accueil qui se trouvait à l'hôtel Lutetia. Et j'avais prévenu mes sœurs que j'étais vivante, qu'elles viennent me chercher à l'hôtel Lutetia. On s'est croisés, moi je n'avais pas la patience d'attendre, elles sont arrivées trop tard. Moi il y avait des autobus qui nous emmenaient dans les lieux où on voulait aller. Je prends l'autobus, je me retrouve dans ma rue, c'était au mois de juin et c'était l'heure du déjeuner. Je n'ai pas dû rencontrer beaucoup de personnes dans la rue. En tous les cas, je ne me rappelle même pas avoir vu quelqu'un. Et j'arrive devant l'immeuble. À l'époque, les portes cochères n'étaient jamais fermées. Hein. Donc, je rentre, je croise la concierge. C'était la même qu'il y avait 3 ans. Elle me voit. « Ah, Gilbert !» Ben non, ce n'était pas Gilbert. Gilbert aurait eu 13 ans et demi, mais moi, j'en avais 20 et demi. Donc, elle me prend pour Gilbert. Pourquoi? Ben parce que j'ai de nouveau, à Theresienstadt, on m'avait rasé parce que j'étais pleine de poux. On m'avait mis sur le dos, alors je ne sais pas où, peut-être à Lyon, une veste de soldat allemand sur le dos, et j'étais en tenue de pyjama.
en tenue d'hôpital, donc en pyjama. Donc, elle m'a pris pour mon frère. Ben, je dis non, je ne suis pas Gilbert, je suis Ginette. Il me dit, bah, ta mère t'attend. Et ma mère, je monte. Ma mère, c'est elle qui ouvre. On est dans les bras l'une de l'autre. Moi, je ne pleure pas. Moi, je ne sais pas pleurer. Mais elle, peut-être, j'en sais rien non plus. En tous les cas, elle m'emmène en direction du canapé qui est dans le fond de la pièce. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Je vais avoir des nouvelles demain matin de Gilbert et de papa. Elle va avoir des nouvelles de personnes qui ont été assassinées, qui ont été gazées. On ne peut pas lui donner des nouvelles. Et du coup, je suis en colère. Et méchamment, je dis à ma mère, mais non, tu ne peux pas avoir des nouvelles de papa et Gilbert. On les a gazés et on a brûlé leur corps. Aux femmes. C'est comme ça que j'ai appris à une mère et à une épouse qu'elle ne verrait plus ce qu'elle aimait. Et pour moi, c'était normal. Je n'avais pas à prendre de gants. Je ne sais plus ce que c'est que d'avoir des sentiments. Et puis, bon, ben après, la vie, au début, j'ai été malade. Mes sœurs m'ont soignée, m'ont bichonnée. Je crois que j'aurais pu rester 4 ans, 5 ans sans travailler, que jamais elle m'aurait dit, dis donc, Ginette, il faudrait peut-être que tu penses à travailler. Non. J'ai 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai été soignée, bichonnée. Et puis, au bout de 2 ans, je me suis sentie quand même capable de pouvoir travailler. Le médecin qui me suivait, je lui ai dit, ça y est, j'arrête de... Parce que comme mes sœurs étaient commerçantes, elles n'avaient pas le droit à la sécurité sociale. Moi, je ne savais pas, du fait que je ne suis pas passée par le centre d'accueil, je ne savais pas ce que j'avais le droit non plus. Donc, ce médecin me prenait assez cher de consultation. Donc, j'ai dit, j'arrête et je vais travailler. Il m'a dit, moi, je te conseille de trouver une place de vendeuse parce que si tu vas dans les bureaux, ton esprit ne va pas être trop assez. Il faut que tu sois en contact avec les gens. Alors, du coup, quand je suis revenue à la maison et que j'ai dit à ma sœur, à une de mes sœurs qui était revenue pour vivre avec maman à Paris, et le médecin m'a dit ça, ah bon, il faut que tu sois vendeuse. Eh bien, écoute, moi, elle avait repris la place de marché que mes sœurs aînées avaient. Alors donc, elle faisait les marchés. Elle me dit, bah, écoute, prends ma place et puis moi, je repars à Avignon. À Avignon, elle avait laissé son amoureux. D'ailleurs, ils se sont mariés après. Et du coup, ben voilà. Moi, j'ai eu la chance. Je n'ai pas eu à prendre de décision. Tout m'est arrivé tout cuit. Et puis, j'ai fait les marchés pendant 40 ans. J'ai eu la chance d'avoir un mari adorable. Et moi, j'ai dit, j'ai eu la chance. Mauvaise période dans le camp, mais après, je souhaite à tout le monde d'avoir la chance que j'ai. Merci beaucoup, Ginette. J'ai 2 petites précisions à te demander. Ouais. Quel poids tu faisais à ton retour quand tu avais 20 ans? Et parler aussi de ta sœur Léa. Alors, ma sœur Léa, je n'ai jamais eu de nouvelles d'elle. Jamais, jamais. Je n'ai trouvé jamais personne. J'ai retrouvé quelqu'un qui est de son transport, le 46, en 42, c'est le transport 46. J'ai retrouvé quelqu'un qui était de ce transport, mais c'est vrai qu'on ne se connaissait pas. Même s'ils étaient du même transport, on pouvait ne pas se connaître. Et je sais bien parce que moi, je fais partie du transport 71 et j'ai des personnes qui sont dans le transport 71 que je ne connais pas du tout, alors que d'autres que je connais. Donc, je ne peux pas savoir. Je n'ai jamais eu de nouvelles de ma sœur. Je ne sais pas si elle a été morte de par sa propre mort. Je ne sais pas si elle a été gazée. Je ne sais rien du tout. Au moins, quand les gens sont gazés en arrivant, comme mon père, comme mon frère, je sais comment ils sont morts. Et les autres, je ne le sais pas. Alors que je suis toute seule, il y a parmi les oncles, les cousins, les sœurs, les neveux, toute seule à être rentrée des camps. Quel poids faisais-tu donc quand tu es rentrée? Alors quand je suis rentrée, alors tu sais maintenant il y a des bascules dans toutes les maisons. Moi il n'y en avait pas dans toutes les maisons. Et quand j'ai eu assez de force pour aller voir le médecin, c'est-à-dire une bonne 8 de jours après, si ce n'est pas 15, ben, je pesais 26 kilos.
j'ai retrouvé une photo. Tu vois, ça ne se voit pas tellement que je suis maigre, mais si tu regardes de près, tu vois que mes bras, les avant-bras et les bras sont de la même grosseur. La seule chose qui est gros, ce sont les articulations, les jambes, mes mollets et mes cuisses sont de la même grosseur. 26 kilos, c'est pas beau. Alors, j'ai maintenant des questions des élèves. Ouais. Une question d'un élève du lycée Jean Lurçat à Perpignan. Quel est ton souvenir le plus marquant, heureux ou malheureux, durant la période dans les camps? Bah, heureux, je ne peux pas dire que peut-être. Et encore même pas quand j'ai appris qu'on était libérés, je ne sais même pas si j'avais la force d'être heureuse. Par contre, alors, vraiment, ce qui m'a toujours. Et ça a été vraiment la nudité. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué énormément. La honte d'être nue. Ça n'a pas duré, hein, parce que à peine on a commencé à prendre la douche, à ce moment-là, c'est fini. Mais vraiment, cette période de nudité où j'en ai été malade, qui a duré que à peine quelques heures. Hein. Une autre question d'un élève du lycée Jean Lurçat. Est-ce que la notion du temps était la même dans le camp qu'à l'extérieur? Alors ça, c'est une bonne question, parce que je ne sais pas du tout comment on avait les heures, comment on avait les jours. N'empêche que je sais une chose, je suis née le 4 février, et le 4 février, ce jour-là, il y a eu un grand rassemblement à Bergen-Belsen. On s'est retrouvés dans une surface, alors on avait marché beaucoup pour atteindre cette surface. On y est resté du matin jusqu'au soir, dans la neige, sous la neige, et j'ai su que c'était le 4 février. Et quand j'ai rencontré une camarade qui a été déportée, mais tout à fait à la fin, et elle, dès qu'elle est rentrée à Paris, elle a marqué tout ce qu'elle se rappelait. Et le 4 février, elle se rappelait qu'on était à Bergen-Belsen. Donc, ce n'est pas un faux souvenir. Mais comment que j'ai su, c'est-à-dire que quand les convois arrivaient, les gens qui arrivaient savaient quelle date ils étaient, quelle date. Donc, peut-être que ce convoi de février m'avait laissé les dates, parce que malgré tout, quand on était à Bergen-Belsen, ça a été quand même au moins jusqu'à novembre, hein, donc il y a du temps qui a passé. Mais je ne sais pas, en tous les cas, moi, je me suis rappelé du 4 février, et c'était vraiment le 4 février ce jour-là. Alors, j'ai une question d'un élève du lycée Gallieni à Toulouse qui te demande, est-ce que toi ou tes camarades, vous avez essayé de vous enfuir, de fuir d'un des camps? Je pense que ce n'était pas possible. Déjà, on n'avait pas détenu à se sauver. Ensuite, ensuite, nous, quand on est arrivé, maintenant, quand on arrive à Birkenau, il y a des maisons partout. Nous, quand on est arrivé, l'arrivée du train, il n'y avait rien. À des kilomètres, on n'apercevait pas de maison. Donc, comment qu'on aurait pu faire? Alors, par contre, je sais que d'Auschwitz, il y en a qui se sont sauvés. D'Auschwitz. Mais Auschwitz, ce n'est pas Birkenau. Birkenau, c'est le camp de la mort, alors qu'Auschwitz, c'était un camp de concentration. Encore une question du lycée Gallieni à Toulouse. Est-ce que tu as revu des Françaises avec lesquelles tu as été déportée après 1945? Oui. C'est celles que j'ai retrouvées, c'était des copines que je m'étais fait à Drancy et à Marseille. Donc, on a toujours... Marseille, c'était Marceline Loridan, qui, elle, on ne s'est jamais quitté. On a toujours été ensemble, tout le temps, mais on n'était pas ensemble quand même parce qu'elle avait 15 ans et moi, j'en avais 19. Donc, on n'a pas les mêmes relations, les mêmes camarades.
Mais j'ai toujours fait, comme elle a toujours fait, tous les lieux que j'ai faits, elle les a faits. Par contre, je suis restée en relation avec des camarades que j'ai connus à Drancy. Dans les camps, je les ai perdus parce qu'elles n'avaient pas les mêmes. On n'a pas fait les mêmes commandos ensemble, mais je les ai retrouvées au retour à Paris et là, elles sont restées mes camarades. Et une dernière question, comment tu en es venu à témoigner? Quel est le moment où tu... Oui, eh bien, le hasard a voulu que je fais partie de l'Union des déportés d'Auschwitz. Ce président, Raphaël Estraille, amenait depuis déjà pas mal d'années des élèves avec des déportés. Il y avait la valeur d'un avion, 250 personnes, ça représentait 4 cars. Et dans chaque car, il voulait qu'il y ait un déporté. Ce déporté devait parler à la sortie de l'aéroport jusqu'au camp, à 80 km, je crois. Et ce déporté devait raconter son histoire. Sinon, après, il y avait tout le temps après, ce sont des choses sur le camp, mais c'est plus l'histoire personnelle. Donc, il amène toujours le même groupe. Et puis, un jour, il y en a une de ce groupe qui est malade. Elle ne peut pas venir. Il est embêté parce que comment il va faire? Il y aura un quart. Il me voit depuis quelque temps. Mon association, c'est à son bureau, c'est un magasin avenue Parmentier, dans le 11e. Moi, j'habite dans ce quartier. Et par hasard, un jour, je passe devant ce magasin. C'est un jeudi, donc il y a des personnes qui sont là. Et je suis très réservée, j'aime pas déranger. Pourquoi je suis rentrée, j'en sais rien. Le hasard a voulu que. Donc, je rentre et puis je suis tombée sur des femmes qui étaient agréables. Et j'ai continué tous les jeudis à les retrouver. Et le président de l'association, Raphaël, me voit tous les jeudis maintenant venir régulièrement. Comme il y en a une qui ne peut pas faire le voyage, il me demande de l'accompagner. Tout de suite, j'ai dit non. Ah non, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Moi, je ferme les yeux, j'y suis. Je n'ai pas envie de revivre déjà. Alors, il était embêté. Je ne peux pas te forcer. Tu as le droit de dire non. Ça m'aurait rendu service. Ah, alors là, quand il dit m'a rendu service, j'ai dit, après tout, les autres y vont, pourquoi moi je ne pourrais pas y aller? Allez, j'y vais. Mais comme je n'ai pas un caractère à m'en tracasser à l'avance, on a rendez-vous à l'aéroport, je prends l'avion, je suis dans l'avion, je prends le car, il n'est pas grave, mais quand je vais arriver dans le car, il commence, lui, à raconter sa vie, et puis à un moment donné, il s'arrête et puis il me dit, allez, à toi, Ginette. Alors, j'avais déjà vu comment il faisait. Il m'avait emmené dans les écoles avant d'aller à l'aéroport. J'avais été avec lui, j'ai vu qu'il racontait son histoire. Est-ce que j'ai préparé à l'avance? Qu'est-ce que je dirais moi? J'en sais rien, je ne me rappelle pas. En tous les cas, quand il m'a dit à toi, Ginette, je ne suis pas restée muette, j'ai parlé. Alors, moi, quand je parle, je ferme toujours les yeux, parce que par le fait, c'est un film qui se déroule, et donc je raconte mon histoire. Et puis, donc là, on est en 1995, en 2000 vers 90, à peu près, j'ai commencé à travailler quand les négationnistes ont dit que ça n'existait pas. Je crois que c'était à peu près à cette période-là que j'ai commencé à témoigner. Je ne sais pas quelle période c'était, 99, 98. Oui. Je ne sais pas. Merci beaucoup, Ginette, pour ton témoignage. Je voulais te dire que tous les participants au Facebook Live te remercient pour ton témoignage. Il y avait d'autres questions des élèves, mais peut-être que les élèves pourront continuer à échanger avec toi par écrit. Par écrit. Voilà. Et je voulais aussi remercier Nina et Émilie pour l'organisation de cette rencontre et rappeler que Ginette témoignera avec l'Union des déportés d'Auschwitz le 19 novembre
prochain. Donc, si vous allez sur le site de l'Union des déportés d'Auschwitz, vous trouverez des informations pour cette rencontre le 19 novembre. Voilà, l'Union des déportés d'Auschwitz. Merci beaucoup, Ginette. Et moi, je voudrais dire aussi à toutes les personnes qui nous écoutent qu'à leur tour, ils deviennent des passeurs de mémoire. Parce que ce qui est arrivé, il faut plus que ça recommence. Et pour plus que ça recommence, à mon avis, il faut supprimer le mot haine. Pas seulement le mot, mais aussi notre point de vue. La haine ne doit pas exister parce que tout ce qui est arrivé, c'est justement la haine qui a conduit Hitler à faire tout ce qu'il a fait. Donc, attention, la haine, c'est un pied dans Auschwitz. Alors, merci à tous ceux qui raconteront plus ou moins cette histoire. Surtout, pas pour pleurer, mais pour dire attention, attention, voilà où mène la haine. Merci.